une de l'actualité ce soir, après Sévaré au Mali, la délégation des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies est à Ouagadougou. Cet après-midi, la délégation s'est rendue sur les lieux des attaques du Cappuccino et des cafés Istanbul. Les réactions après la visite à suivre dans ce journal. Dans ce journal, l'insécurité routière du fait des élèves. Les élèves ont repris le chemin des classes, mais déjà le constat qui se dégage, un mauvais comportement en circulation. Mépris ou méconnaissance du code de la route, que dire de ces élèves qui prennent la rue comme un terrain de jeu où ils se permettent tout? Sont-ils conscients vraiment que la route est dangereuse et tue? On en parle dans cette édition. Dans cette édition, une nouvelle que certains attendaient depuis plus de 50 ans. Donald Trump a annoncé que la plupart des dossiers de John Fitzgerald Kennedy, regroupant les enquêtes sur l'assassinat du président Kennedy en 1963, longtemps bloqués et classés top secret, seront prochainement disponibles. Des dossiers qui ont donné lieu à la prolifération de théories souvent les plus farfelues. Vous le verrez dans cette édition, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, comme si le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni à Ouagadougou, en effet, le président du Faso a eu un entretien cet après-midi même avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité ce soir au palais de Kossia. Au menu des échanges, la question sécuritaire dans la sous-région. Mathias Drabo, Vincent Tiendrebego pour le compte-rendu. C'est une rencontre de haut niveau qui s'est tenue ce soir à la salle polyvalente du palais de Kossia. Une séance de travail entre les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'une part, et les autorités burkinabées, d'autre part, en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ouagadougou est la dernière étape d'une tournée de cette mission onusienne dans les pays du G5 Sahel. On peut donc imaginer l'enjeu de cette rencontre, la question sécuritaire dans la zone sahélienne. Je crois que dans les messages que nous avons entendus, il y en a trois que nous avons entendus particulièrement clairement. Le premier, c'est une appréciation commune et une volonté unanime d'éradiquer la menace terroriste et une appréciation commune de l'ampleur de cette menace. La deuxième leçon que je retiens, c'est un engagement déterminé de l'ensemble de nos interlocuteurs derrière la force du G5 Sahel. Et de ce point de vue, l'entretien que nous venons d'avoir avec le président de la République du Burkina Faso était particulièrement frappant. Le troisième enseignement que je retiens, c'est un appel fort et dénué d'ambiguïté de l'ensemble de nos interlocuteurs à un soutien international accru à travers notamment le Conseil de sécurité. Ce message, ce troisième message que nous avons entendu fortement de la part à l'instant du président de la République du Burkina Faso, nous l'emmenons avec nous, les 15 membres du Conseil de sécurité, dans notre retour à New York. Nous en ferons part naturellement à nos capitales et je pense, je l'espère en tout cas, qu'un consensus se décidera également au sein des membres du Conseil de sécurité sur les modalités de ce soutien que nous souhaitons et que nous apporterons à la force conjointe du G5 Sahel. On se rappelle, à la dernière Assemblée générale de l'ONU tenue à New York il y a quelques semaines, Roch-Marc Christian Kaboré et ses pairs du G5 Sahel faisaient front commun pour obtenir l'attention de la communauté internationale en faveur de la question sécuritaire dans le Sahel, avec la force militaire conjointe que le G5 Sahel envisage de mettre en place. Les lignes semblent bouger en leur faveur. Le G5 du Sahel qui est à la recherche de soutien internationaux, de soutien au niveau mondial, j'allais dire, donc aujourd'hui peut se sentir réconforté du fait que ceux qui doivent prendre les décisions sont venus sur le terrain, ont entendu les uns les autres et se sont fait leur idée et je peux dire nous sommes heureux de savoir qu'il y a une unanimité qui se dégage. De retour à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira pour faire le point de cette tournée. C'est après qu'on verra la suite qu'elle va donner à sa sortie sur le terrain. Après Sévaré, donc au Mali, la délégation des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies est à Ouagadougou. Cet après-midi, comme je le disais en titre, la délégation s'est rendue sur les lieux des attentats du café Cappuccino et du café Istanbul. Konsoum Koulibaly, Oumar Zombré pour le film de la visite. Avenue Kwame Nkrumah, restaurant Aziz Istanbul.
Dans ce lieu qui rappelle de douloureux souvenirs et qui porte encore les séquelles d'un combat, les membres de la mission du Conseil de sécurité de l'ONU au Sahel reviennent sur les traces de l'attaque terroriste du dimanche 13 août 2017. Ici, c'est le capitaine Zungrana qui raconte à la délégation onusienne le film de cette nuit cauchemardesque. Dans un délai de 30 minutes environ, avoir le premier élément en ces lieux même pour pouvoir mener la riposte. Donc arrivé en ces lieux, les éléments ont été pris à partie par les terroristes qui nous avaient vu arriver. Après Aziz Istanbul, cette délégation, composée d'ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité et de hauts fonctionnaires de l'ONU, a fait un bref passage au Café Cappuccino avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères pour une séance de travail avec une délégation ministérielle. L'objectif est de s'imprégner davantage les réalités du terrain pour mieux adapter la réponse contre le terrorisme. Ils ont été à Sévaré, ils ont tourné dans tous les pays, ils terminent au Burkina Faso. On leur a présenté la situation au Burkina, la situation au niveau militaire, au niveau de la sécurité, au niveau du développement aussi, sur le plan global que nous avons pour la région du Sahel. Et ça a été très bien apprécié. Et chacun va rendre compte donc à son gouvernement et nous espérons qu'il y ait plus d'appui. Actuellement, c'est l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, qui préside le Conseil de sécurité. Selon le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, cette rencontre a été un très franc succès. Un succès qui devrait se manifester par un soutien de taille dans la lutte contre le terrorisme dans la zone G5 Sahel. Un mot de politique avant de poursuivre. Les députés du groupe parlementaire MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, sont en conclave à Ouagadougou pour leur deuxième journée parlementaire. Une occasion pour ces parlementaires de jeter un regard sur la forte demande sociale et pressante des populations burkinabées. Les détails avec Joseph Bambara. Après 3 jours de réflexion, les rideaux sont tombés ce 22 octobre à Waïgouya sur les deuxièmes journées parlementaires du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Au thème de ces travaux, les députés du parti au pouvoir ont réaffirmé leur volonté de se tenir aux côtés du gouvernement, notamment en ce qui concerne la question sécuritaire. La position du gouvernement face à cette situation sécuritaire, nous les soutenons fermement. Et il faudra remarquer également aussi que face aux autres tensions sociales que nous vivons aussi, également, il y a eu des échanges avec le gouvernement. Ces journées parlementaires ont été marquées par des communications qui ont porté entre autres sur les réalisations socio-économiques du gouvernement, la justice, la sécurité et la restauration de l'autorité de l'État. Suite à ces échanges, les élus du MPP estiment que la mise en œuvre du programme du chef de l'État est en marche. Vous le savez très bien qu'en 2016, on est passé à presque à 100% de réalisation. Et présentement, nous avons atteint 80 des forages à l'intérieur du pays. Et également, vous savez, au niveau de l'éducation, il y a eu des réalisations également. À cette cérémonie de clôture des deuxièmes journées parlementaires du MPP, les députés se sont dit satisfaits du déroulement des travaux. Le thème de ces journées parlementaires était « Regard du groupe parlementaire MPP face à la forte demande sociale et pressante des populations ». On en vient à notre grand format de ce dimanche, l'insécurité routière du fait des élèves. Depuis fin septembre pour certains et début octobre pour les autres, les élèves du Burkina ont repris le chemin des classes. Mais déjà, le constat qui se dégage sur le terrain est un mauvais comportement en circulation. Mépris ou méconnaissance du code de la route, ce qui est sûr, il n'est pas rare de voir ces élèves en circulation qui prennent la route comme une piste de rallye ou des attitudes préjudiciables à leur sécurité et qui peuvent même coûter à leur vie. Constat avec Mireille Tougouma. Au carrefour de deux des plus grands lycées de Bobo-Dioulasso, à 10 minutes du début des cours, de nombreux élèves sont toujours en circulation. Ils se lèvent tard et puis ils ne se préparent pas tôt pour finir, pour sortir à la maison, là, peut-être 6h55 comme ça, ils se lèvent, ils veulent venir à l'école à l'heure quoi. C'est pas possible. Quand tu sors tard, là, tu es obligé de rouler vite pour arriver à l'école. La mauvaise circulation des élèves. Ces riverains du lycée Ouézin Koulibaly et du lycée municipal de la ville de Bobo-Dioulasso sont souvent témoins de spectacles désolants. On constate beaucoup d'accidents partout dans la circulation parce que vu l'étroitesse des voies,
le grand nombre d'étudiants, des élèves qui se dirigent vers l'école, franchement, c'est très compliqué. Voilà, chacun pousse, chacun grille pour arriver à l'heure, ce qui les amène aussi à brûler tout le feu. Donc franchement, c'est déplorable souvent. Les élèves circulent mal, très mal. Ils ne respectent pas les feux. Pour eux, il est presque l'heure et il faut se précipiter. Parfois, ils viennent nous cogner même ici. Entre causeries sur les voies publiques, courses à moto ou à vélo, les premiers concernés eux-mêmes s'insurgent du comportement de leurs camarades. Pour ceux qui viennent à pied, c'est un parcours de combattants que d'arriver à l'école sain et sauf. Moi, je suis loin, je marche venir, c'est très difficile. Donc, c'est très compliqué de circuler, surtout à pied. Par exemple, ceux qui ont des motos nommées Satria et puis les autres motos comme 150, eux ils roulent en vitesse. Eux ils ne font pas attention à les gens. Ils peuvent te tamponner et puis ils parlent mal en plus encore. Une autre catégorie paie les frais de la mauvaise circulation. Les tout petits, livrés à eux-mêmes, ils sont obligés de se prêter main forte pour traverser la rue. Pour les élèves et les parents, c'est une situation déplorable pour laquelle des solutions doivent être trouvées. Il devrait y avoir des structures ou des passages réservés pour aider ces enfants-là à traverser. Ou à défaut, un peu comme vers le feu de Nelson Mandela, où on voit les agents de la police qui aident les enfants à ce niveau-là à traverser. Si les vadeuses pouvaient venir ici, ça allait être mieux. Vraiment, c'est dangereux. Ceux qui roulent les motos, les filles qui sautent les motos. Ça cause des accidents. Moi, je pense qu'on peut organiser des campagnes de sensibilisation avec la sécurité routière. Et pourquoi même ne pas organiser même genre des compétitions théâtrales, de danse, tout ça, pour les sensibiliser en réalité, à respecter les feux tricolores, les codes de la route et tout et tout. Des actions qui pourraient contribuer à désengorger les voies, réduire les accidents et de mettre bouter l'incivisme hors de nos routes. En attendant, comme vous l'avez vu, traverser les voies pour les élèves à la sortie des classes ou pour y entrer, c'est la croix et la bannière, surtout pour les écoles, les établissements qui jouxtent les grandes voies de circulation. Il faut composer avec l'imprudence, l'incivisme, la négligence de certains usagers de la route. Comment passer les carrefours aux heures de pointe et espérer arriver à domicile sans accident, c'est l'angoisse de plusieurs élèves, mais aussi des parents. Explication avec Rasmane Zoundi et Maïmouna Traoré. Il est midi. L'heure de la pause, mais aussi celle des angoisses pour de nombreux élèves. Comment passer ce carrefour et rouler jusqu'à domicile sans accrochage à 7 heures de pointe. C'est une angoisse pour moi, quoi. Parce qu'il y a assez de choses, de voitures, motos. Donc, on met du temps avant d'arriver à l'école. Ce groupe d'élèves sortis des classes avant midi attend l'arrivée des volontaires adjoints de sécurité pour prendre la route. Grâce à leur travail de régulation, ceux-ci contribuent à la fluidité de la circulation. À certains endroits, des usagers ne semblent pas prêter attention aux élèves. C'est la croix et la bannière, si bien que cet élève se confie à Dieu avant d'enfourcher sa monture. Je ne sais pas si tu vas rentrer après, donc il faut que tu fasse d'abord une prière. Je demande à ce que Dieu me guide dans la circulation et que je puisse rentrer et en paix, quoi. Pour éviter les désagréments, ceux-ci conduisent eux-mêmes leurs enfants à l'école. Vous voyez juste derrière vous une grande voie, beaucoup d'affluence, pas de feu de stop. Même pour des gens qui connaissent les règles de la route, là, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup vraiment de risques, en tout cas, à traverser cette voie-là. Bon, c'est pour toutes ces raisons qu'on est là, pour essayer quand même d'aider nos enfants là à rentrer en sécurité. Et il est petit mon enfant et avec un vélo ce n'est pas évident, c'est un enfant qui a juste 7 ans et de mon quartier ici avec un vélo il y a beaucoup de risques quand même. Et c'est pour ça que je remarque, c'est sûr que quand tu viens toi-même la chercher, c'est encore plus sécurisant. Certains parents d'élèves déplorent l'absence de feu de stop devant les établissements qui font face aux grandes voies. Si les enfants sortent, c'est directement à la voie. Quelqu'un peut sortir. Et puis, si la voie était, s'il y avait croisement au niveau de la voie, ça pourrait permettre aux enfants de passer facilement. Sinon, bon, si les enfants sortent directement, ils vont prendre sans interdit.
Et c'est risquant. Moi-même, si je sors ici pour traverser par là, je m'inquiète pour moi-même. N'en parle même pas les enfants. Mais la présence du feu de stop n'est pas forcément la solution. C'est du moins le constat fait au lycée Marianne Gwabi. Les gens ne respectent pas vraiment la circulation, surtout ici. Quand il est midi comme ça, vraiment, on essaye de se préserver beaucoup, mais on n'y arrive pas. Il y a des gens qui font trop la vitesse, malgré que le feu est rouge, ils viennent en pleine vitesse et tout le temps c'est comme ça. Vraiment, il y a toujours l'insécurité par ici. Oui, sans mentir, il y a l'insécurité par ici. Et souvent, il y a les policiers qui sont arrêtés ici, malgré ça, ils ne respectent pas. Voilà, ça continue, vraiment, on est en danger. Quand on sort à midi comme ça, tu peux passer même 20 minutes à 30 minutes pour traverser, c'est compliqué. Pour traverser la rue, c'est difficile. Car si moi-même je veux partir acheter une nourriture, c'est difficile. Les voitures même, des fois ils craignent les enfants et ça devient grave. Je suis angoissée, j'ai peur de la route. Même des fois, je dis à mon père de me prendre venir à l'école parce que j'ai peur. Valentin Tapsoba dit être marqué à jamais par un accident qui s'est produit devant son lycée. L'année surpassée, on a connu une petite fille ici, une enfant de 6e, puis elle avait même le genou fracturé, je crois, oui. Pendant qu'elle venait au lycée, un taximan l'a renversé ici. Il y a beaucoup d'accidents ici. Une situation déplorable qui a sa solution dans la prudence, la vigilance et le civisme. Tous les usagers de la route sont interpellés par ces élèves. Mais dans tout cela, que dire de ces élèves qui prennent la rue comme un terrain de jeu où ils se permettent tout? Ils font des acrobaties, mangent, causent, téléphonent ou au mépris des règles du code de la route. Pourtant, la route est dangereuse, la route tue, mais certains élèves semblent bien l'ignorer. Oscar Soulama, Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Des acrobaties pour se défouler après une dure journée d'école. Tant pis pour les risques. Pour certains élèves, la rue est devenue un terrain de jeu favori où tout est permis. Les camaraderies peuvent se poursuivre. On peut y manger et même téléphoner. Il n'y a pas de limite. Quand ils veulent rattraper un retard ou qu'ils sont pressés de retrouver leur famille, la limitation de vitesse n'est plus une règle. Hors micro, ils sont prolixes. Il leur arrive de se filmer ou de se faire des selfies en circulant, mais personne n'est assez courageux pour partager ces images avec nous, au risque de se faire réprimander par leurs parents quand ils verront les images à travers nos écrans. Qu'à cela nous tienne, ces élèves oublient bien qu'ils partagent la rue avec leurs parents, qui sont toujours écœurés de les voir agir ainsi. La vie des enfants, tellement sur la route, c'est un danger. Les enfants, même, quand ils vont à l'école, il y a les autres qui ne vont pas à l'école. Ils sont sur la route pour faire ascourbeter. Yéda. Si tu prends la route, tu vois les enfants midi qui tournent à gauche, à droite, là, toi-même tu as peur. Et quand nous demandons à ces élèves un petit cours sur les règles élémentaires de la circulation, les réponses en disent long sur leur non-maîtrise du code de la route. En roulant, je roule à ma gauche. Pour les automobilistes, les élèves sont les maîtres incontestés de la circulation. Alors, il faut toujours leur céder le passage. La plupart du temps, il manque de connaissances au niveau du code de la route. On est obligé de ralentir et puis surtout leur permettre de passer. Alors, à qui la faute dans ce désordre? Faute le parent. Le parent, bon, je peux condamner aussi les professeurs qui sont à l'école. Si tu vas en Côte d'Ivoire, Ghana, tout, si tu vas là-bas, les enfants marchent à pied, aller à l'école, et prends les bis, prends-les à l'école. En attendant de bien situer les responsabilités, la route tue. Alors prudence mérite bien de figurer dans les cahiers de leçons, d'être appris par cœur et surtout bien appliqué par ces élèves indélicats. Pour aller plus loin sur ce sujet, je reçois Mahadou Amadi. Il est chef de service des études et de la planification à l'UNACER. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de venir nous donner des éclairages. D'abord, sécurité due au fait des élèves sur nos routes. Okay. Merci. Avant de répondre à la question, tiens, l'occasion que vous nous donnez pour parler un peu de la sécurité routière. Donc effectivement, comme les reportages l'ont montré, également l'insécurité routière au niveau des élèves est très criable.
Donc, et on peut également dire cela, et également c'est dû à un peu beaucoup de causes, souvent la méconnaissance du code de la route et souvent les situations dans lesquelles les élèves se mettent en se levant à retard. Donc l'élève est pressé, souvent ça lui conduit à agir ainsi. Donc la situation est un peu préoccupante au niveau national. Quand nous parcourons les régions dans nos missions également, on rencontre ces éléments-là sur la route. Donc on tente en tout cas d'apporter quelques réponses pour aider les élèves à un peu améliorer leur comportement sur la route. Est-ce qu'on a des élèves sur nos routes? Exactement, on n'a pas de chiffres spécifiques aux élèves, mais on peut citer par exemple dans les analyses, lorsque les statistiques un peu des accidents, par exemple les jeunes sont beaucoup plus touchés dans la majeure partie des accidents de route. Et également ce qui est constaté, au-delà des conséquences de ces comportements, il y a des comportements à risque et également comme les élèves, la majeure partie des gens ne portent pas de casque, ça aggrave donc vous diminuez de 20 à 45% du risque d'avoir un traumatisme crânien lorsqu'il y a un accident. Oui, et par rapport à l'éducation sur la sécurité routière, est-ce qu'au niveau de l'UNACER, vous y réfléchissez? Également, on y réfléchit et également, il y a des actions qui, au moins, on parcourt tous les chefs-lieux des régions du Burkina Faso, les 13. Donc, au moins, on passe dans au moins 6 lycées chaque année au niveau de chaque région. Donc, on est autour en moyenne, au moins 78 établissements par an au niveau des régions. Ça, c'est ce que l'ONACER fait seulement. Et également, il y a les associations qui approchent l'ONACER pour les accompagner. Également, on les accompagne. Notamment, il y a la Fédération des associations de sécurité routière et également les réseaux des journalistes qui participent également à cette éducation à la sécurité routière. Également, il y a le CCVA qui organise souvent des crosses populaires pour inviter les élèves, ceux qui ont les engins à 2 roues, à passer faire la visite technique des véhicules de leurs motos, pour également vérifier l'état technique de leurs motos. Oui, mais pourquoi ne pas la rendre obligatoire, c'est-à-dire cette éducation à la sécurité routière, pourquoi ne pas la rendre obligatoire dans nos écoles? Donc, également, on est peu dans ce processus. Je pense qu'il y avait un projet de manuel d'éducation à la sécurité routière qui a été élaboré, et également on essaye d'échanger avec les responsables de l'enseignement pour voir quelles mesures appliquer à ça. Et comme exemple, l'année passée, on était à Bobo pour échanger avec former un peu les encadreurs pédagogiques sur la question de sécurité routière. Oui. Et pour terminer, M. Mahadjou, on dit souvent que bien conduire, c'est aussi bien se conduire. Et quel est le conseil que vous avez certainement pour ces parents d'élèves, pour ces élèves, pour tous ces acteurs impliqués dans la sécurité routière, afin qu'on puisse éviter ces désagréments qu'on constate à travers cette insécurité routière? Merci. Donc peut-être le conseil qu'on peut donner, d'abord, premièrement, en tout cas, avant de payer un engin, surtout peut-être une moto à un enfant, donc je pense avant de payer cette moto, la première chose à faire, il faut l'apprendre le langage de la route sur lequel il va utiliser cet engin. Donc vous l'envoyez dans une école? Dans une auto-école, pour qu'il ait au moins le code, apprendre le code de la route, qui est le langage de la route qui le permet de bien se comporter sur la route. Et c'est à partir de 14 ans, on peut faire ce permis-là. Donc pour l'aider également, pour aider l'enfant, il faut d'abord le faire connaître ce code-là et également avant de lui payer la moto. Maintenant, en deuxième position, également, tous ceux qui ont des engins à 2 roues, au moins il faut porter le casque. Parce que le casque
lorsqu'il y a un accident, on ne le souhaite pas, mais ça évite les traumatismes crâniens dans beaucoup de situations. Sans compter que souvent pour certains parents, c'est une fierté d'accueillir des motos, des engins à mort, si on peut le dire, pour leur enfant, sachant que ça peut représenter des dangers. Voilà. Également, c'est ce que je voulais peut-être ajouter pour finir. Vraiment, ces engins également constituent vraiment des dangers. Donc, pour moi, les parents, c'est vraiment d'essayer, en tout cas à la maison, tant bien que mal, même si vous posez cet acte, causer avec l'enfant pour lui montrer les risques qu'il encourt lorsqu'il est en situation avec cet engin. Merci à vous, M. Mahadjou Amadi, d'être passé. Je rappelle que vous êtes chef de service des études et de la planification à l'ONASER. Pour limiter l'utilisation abusive des véhicules de l'État, la gendarmerie et la police a procédé ce week-end dans la nuit de vendredi à samedi et toute la journée de samedi à des contrôles. Un contrôle initié par le ministère de l'Économie et des Finances, mais aussi par la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. L'opération a permis d'immobiliser une dizaine de véhicules pour non-respect de la réglementation. Ali Doubadini, Aruna Mari. C'est la traque au fond rouge et au fond bleu. Postée aux différents carrefours de la capitale, les forces de défense et de sécurité contrôlent, relâchent ou immobilisent les véhicules de l'État. C'est une opération de contrôle initiée par la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. C'est pour prouver qu'on a un état de veille permanent sur les véhicules de l'État. Ensuite, rappeler les bonnes pratiques en matière d'utilisation des véhicules de l'État. Ce soir, après la descente, il faut avoir un ordre de mission, à défaut un laissez-passer, un certificat d'affectation ou une note d'affectation. Et puis aussi, comme c'est un véhicule, il faut avoir le permis de conduire. Mais malheureusement, vous avez été témoin de cette scène, la double cabine qui est garée là-bas. Le chauffeur n'avait pas de permis, aucun document n'est à bord du véhicule. L'opération s'est poursuivie dans la matinée du samedi. D'est en ouest, gendarmes et policiers quadrillent la capitale pour mener à bien la mission. À l'heure du bilan, la moisson donne des motifs de satisfaction. En termes de bilan, pour la présente opération, on dit que 76 véhicules ont été contrôlés dans la nuit du 20 octobre 2017 et 2 ont été conduits en fourrière. Dans la matinée de ce 21 octobre 2017, le contrôle a touché 175 véhicules et 8 sont conduits en fourrière, d'où un total de 251 véhicules et 10 véhicules admis en fourrière. C'est la 8e opération de l'année en cours. Débutée en septembre dernier, ces opérations ont touché au total 5 villes et ont permis de contrôler environ 500 véhicules et de conduire 18 en fourrière. L'addiction et la dépendance aux stupéfiants des jeunes inquiètent de plus en plus au Burkina. Et au ministère de la Jeunesse, on veut mieux comprendre ces pratiques qui aliènent la liberté d'être et de vivre des jeunes. D'où cette rencontre de Zignaré qui s'est achevée ce week-end. Jean Zongo, Maxime Zongo pour le compte-rendu. Les conduites additives des jeunes ou, si vous préférez, la dépendance de ceux-ci vis-à-vis des stupéfiants, un fléau auquel les jeunes sont de plus en plus confrontés de nos jours. Le ministère en charge de la jeunesse qui entend en finir avec le fléau, ou tout au moins limiter les dégâts, s'est alors engagé à renforcer la prévention par la formation de ses cadres. La jeunesse est le fer de lance du développement. Il ne faut pas que ce fer de lance-là, effectivement, soit atteint par des addictions, par des stupéfiants. Et ayant pris conscience de cela, nous avons décidé effectivement d'organiser la lutte contre ces conduites additives. La lutte doit être organisée en outillant les cadres qui sont sur le terrain pour qu'ils soient capables effectivement de former ces jeunes pour prévenir d'abord effectivement sur les conduites additives, mais au cas où des jeunes sont également déjà dans les conduites là, que nous puissions organiser la prise en charge avec les services compétents. 5 jours durant, les participants venant de toutes les régions du Burkina ont fait l'état des lieux, étudié les différentes formes du phénomène et leurs caractéristiques, formulé des outils de lutte et des techniques d'animation.
Désormais aptes à mieux encadrer les jeunes, ils se sont engagés à user de leurs connaissances pour mieux protéger l'ensemble de la jeunesse des stupéfiants dans toute leur diversité. Le Burkina Faso dispose d'une nouvelle réglementation sur les procédures de passation des marchés publics, une réglementation qui comporte des innovations. Et l'ENAREF, l'École nationale des régies financières, a souhaité partager ses acquis avec des spécialistes de la sous-région. L'école vient de clore une rencontre à ce sujet. Zouaviel David Abiré. Ils sont désormais détenteurs du master en gestion du processus des marchés publics. La formation offerte à ces cadres venus de divers horizons a duré 6 semaines. Encadrés dans 4 modules du Code des marchés publics, dont une en option, ces 9 lauréats sont à présent aptes à mettre à profit leurs connaissances. Nous avons beaucoup appris avec nos encadreurs et véritablement avec la présence de nos collègues qui sont venus donc du Mali et du Bénin. Nous avons échangé effectivement nos expériences. Nous sommes véritablement outillés pour nous présenter donc dans nos administrations respectives et véritablement pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris. Il s'agit d'une formation qui couvre tout le cycle de gestion de la commande publique, en commençant par les procédures de passation des marchés publics, suivi par un module sur l'organisation et administration des contrats. Chaque module dure 2 semaines. Pour les organisateurs, cette formation vient à point nommé. Elle devrait permettre la redynamisation du secteur des marchés publics à travers une meilleure gestion. L'objectif est atteint. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire en sorte que toute cette formation puisse être capitalisée. Nous organisons régulièrement donc un suivi et évaluation pour nous assurer que l'impact donc est réel et que véritablement donc le processus de gestion des marchés publics s'améliore dans nos pays. Il y a la dématérialisation des marchés publics que nous allons mettre en place et appliquer en 2018. La 16e promotion de formation en gestion des marchés publics a été parrainée par le directeur de cabinet du président du Faso, Seydou Zagré. Ces sessions de formation connaissent la participation d'une 15aine de nationalités au cours de ces dernières années. Kupela, la ville des goyaviers. L'arbre est planté sur de grands espaces, souvent des vergers entiers. Le goyavier constitue même aujourd'hui un des symboles de la ville de Kupela. Kupela et ses goyaves, une longue histoire souvent racontée par les voisins de Kupela avec beaucoup d'humour. Mais d'où vient cet engouement des goyaviers pour Kupela ou de Kupela pour les goyaviers? La réponse avec Vincent Tiendrebego. À Kupela, cela semble devenir une devise. Une famille, un goyavier. C'est le cas de ce notable de la ville qui en a planté dans sa cour. Selon les gardiens de la tradition orale, l'histoire des goyaviers de Kupela remonte au temps de Naba Zanré, chef traditionnel qui a régné sur cette localité, grand-père de l'actuel chef de Kupela. Naba Zanré avait de nombreux amis étrangers. Chaque fois qu'il voyageait, il revenait avec des variétés de plantes. C'est pour cela qu'il y a des plantes exotiques à Kupela, dont les goyaviers. C'est lui-même qui distribuait les plantes à la population. Au fil des années, des vergers ont poussé. Les plantations ont pris un caractère commercial et Kupela prend alors la réputation de cité à goyave. Rien qu'à travers la vente des goyaves, on peut s'en tirer avec la somme de 500 000 francs par an. C'est vraiment de l'argent. Aujourd'hui, la culture des goyaviers semble connaître des difficultés. Le manque d'eau étant le principal problème. Il n'y a plus d'eau alors que les goyaviers consomment beaucoup d'eau. Ceux qui ont creusé des puits sont ceux qui s'en sortent aujourd'hui. Nous ne voulons pas que les goyaviers disparaissent parce que c'est notre identité. Menacés de disparition, les habitants de Kupela se montrent quelque peu résilients pour préserver ce qui représente encore aujourd'hui le symbole de leur commune. Le trading pour certains spécialistes rapporte plus que l'investissement en banque, mais l'activité de trader est méconnue au Burkina Faso. Une entreprise de la place forme dans le domaine du trading. Ce week-end, certains de ces traders en devenir ont reçu des récompenses. Zoubaviel David Abiré. Investir et gagner avec les valeurs boursières,
C'est bien possible. La société Global Business Management Institute, spécialisée dans les placements boursiers, le démontre à travers une formation dans le domaine du trading sur le marché du Forex. Pour la société, cette formation s'inscrit dans le cadre de la promotion du trading, un emploi décent selon les initiateurs, mais assez méconnu sous nos cieux. Tous ceux qui sont intéressés pour acquérir les compétences pour devenir trader, nous leur permettons de pouvoir acquérir ces compétences-là et d'aller sur le marché du Forex. Pour le parrain de cette session de formation, l'initiative est à encourager car plus rentable que le système bancaire. Le rendement est élevé. Lorsque vous mettez 100 francs, au bout de 8 mois, vous avez 180 francs de bénéfices. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça vous permet d'épargner dans des conditions plus rentables que dans les banques. Global Business Management Institute exerce depuis 2 ans maintenant au Burkina Faso. L'entreprise est légalement reconnue et compte plus d'1 millier de traders en devenir. À l'étranger, le président américain a autorisé la publication des milliers de documents relatifs à l'assassinat du président John Kennedy. Une nouvelle que certains attendaient depuis 50 ans. Longtemps bloqués et classés top secret, ces dossiers ont donné lieu à la prolifération des théories souvent les plus farfelues. Ce sont des milliers de pages qui pourraient mettre un point final aux théories qui continuent de s'écrire sur une page incontournable de l'histoire américaine, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi sur les réseaux sociaux que de nouveaux documents seraient déclassifiés. Leur maintien sous scellé pendant un demi-siècle a alimenté les thèses complotistes sur le meurtre du jeune chef de l'État le 22 novembre 63 à Dallas. Nombreux sont ceux à croire encore que le tireur Lee Harvey Oswald, tué 2 jours plus tard, n'avait pas agi seul. Dans les années 90, le film consacré au meurtre de JFK avait relancé les soupçons sur les insuffisances de l'enquête. À Dallas, un musée présente déjà près de 90% des archives disponibles, souvent caviardées, mais 3000 documents doivent être encore publiés d'ici jeudi. Des feuillets dont le président américain pourrait encore en partie bloquer la diffusion pour des raisons de sécurité. Pour refermer ce journal, Lassina Sawadgo du service des sports nous a rejoint pour Dimanche Sport. Lassina, bonsoir. Bonsoir Fousseni. On parle de 3 sujets. D'abord, la saison 2017-2018 qui a débuté ce vendredi au stade du Catou. Tout à fait, hein. Cette saison 2017-2018 a débuté vendredi, mais en clôture de cette première journée, Fousseni, la victoire du miraculeux l'Union sportive de Banfora qui est allé battre donc l'AGEP de Bobo Dioulasso sur le score de 1-0 donc cet après-midi du côté de Bobo Dioulasso. Samedi, on a eu droit aux premières sensations, Fousseni, de cette journée. L'EFO qui semble la mieux armée pour cette saison est tombé devant l'AS Sonabel sur le score de 1-0. Défaite aussi de l'Asfa Yenega à s'apponer devant le Majestic FC. Brillante victoire du Racing Club de Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso devant Bobo Score sur le score de 3-0. La grosse sensation Fousseni est venue aussi de cette même ville où, pour la première, en première division de Salitas FC, les académiciens sont allés battre l'ASFB de Bobo Dioulasso sur le score donc de 2-1. Match nul par contre entre le Santos FC et Raimo. Et hier donc au stade municipal, ici vous disiez qu'on idem pour le face-à-face Uzo Usfa 0 but partout. Vendredi, comme vous l'avez dit, le champion sortant, le Rai Club du Kadogo, était venu à bout de l'AS Police sur le score donc de 1-0. Pour cette première journée, 11 buts ont été marqués et on reviendra sur toute cette actualité en images demain, le cours du magazine des sports. Et on parle également de cyclisme où ce matin une course s'est déroulée entre Ouagadougou et Koudougou. Tout à fait. Et retenez bien ce nom, amis téléspectateurs, il s'appelle Paul Domont. Il est franco-burkinabé, société de l'AS Sifa de Bobo Dioulasso. Il est le grand vainqueur du premier Grand Prix du Comité national olympique des sports burkinabé. Une course courue entre Ouagadougou et Koudougou, à 18 ans. Il s'était déjà signalé au premier coup de pédale du président du Faso ici à Ouagadougou. Il arrive en premier après 147 km 500 devant 93 autres coureurs de 26 clubs, dont la République démocratique du Congo déjà présente au Burkina Faso pour le Tour du Faso. Tami Fousseni, 3h36 minutes 22 secondes pour une vitesse moyenne de 4791 km/h. Dernière course avant donc le Tour du Faso, la 30e édition qui débute le 27 octobre pour se terminer le 30 novembre
prochain, 15 équipes sont sur la ligne de départ de cette édition 2017. On termine avec vous, Lassina, sur la Nuit des Champions, la plus grande nuit de récompense des sportifs du Burkina, tenue ce vendredi à Ouagadougou. Tout à fait, on verra d'ailleurs les images de cette Nuit des Champions, les trophées AJSB 2017. On voit ici donc un des récipiendaires, le lutteur que nous connaissons tous, qui a donc eu le prix du meilleur lutteur de cette saison au niveau de l'AJSB. Après lui, bien sûr, ils étaient 24 récipiendaires à être récompensés vendredi dernier, dont 3 personnalités AJSB pour cette édition tenue donc du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000, une belle soirée animée par et les récipiendaires et les personnalités, aussi des prestations musicales donc qui ont pu donc égayer, et plus d'une cérémonie qui était d'ailleurs en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. Nous étions tous présents à cette nuit des champions AJSP. Nuit des champions, on le verra sans doute voici des invités de marque pour cette nuit des champions. Un plateau aussi d'honneur bien garni. Le parrain, c'était le ministre Alpha Bari des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'Esrétien, notre confrère Salif Ouedrago, bien mis pour l'occasion Fousseni. Et il faut le dire, c'est une nuit qui a démontré encore l'importance de la Nuit des champions AJSB à travers ce don que nous a bien voulu nous faire le président du Faso. À travers ce don aussi, il a apporté un message très fort aux journalistes sportifs. Vous l'avez dit, c'est la plus grande nuit de récompense des sportifs au Burkina Faso. Le flambeau a été passé par l'ancienne génération. La jeune génération a le devoir de pouvoir conduire donc le navire à bon port. Et ce don, ce chèque reçu par le président du Faso est un signal fort qu'il suit pas à pas les activités de l'association de jeunesse sportive du Burkina, et à nous donc de pouvoir relever le défi. Donc on vous a donc à l'œil. On a à l'œil et on saura relever le défi. Merci à vous, Lassina Sawadgo, d'être passé pour toutes ces informations sportives ce dimanche. À dimanche prochain pour un autre dimanche sport. Avec plaisir. Et demain, et sans doute des goyaves aussi. Et demain, le magazine des sports. Tout à fait, le magazine des sports pour décrypter toute l'actualité sportive de ce week-end. Merci. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.